Il va remettre la frappe. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur ce débrief de Radio Diagonale spécial Coupe de France pour le 8e de finale entre Rouen et Monaco. Match nul 1 partout dans le temps réglementaire. Pas de prolongation, mais une séance de tirs au but et élimination de l'AS Monaco, 5-4, après les tirs au but du coup ratés de Balogun et de Akliouche, malgré du coup un bel arrêt de Majeki. Sur le 4e tir, rouennais n'aura pas suivi pour que Monaco se qualifie pour les quarts de finale avec un adversaire qui était déjà connu, c'était Valenciennes, donc une équipe au fin fond de la Ligue 2 qui pouvait être notre futur adversaire. Malheureusement ce n'est pas le cas. Vu qu'on n'a pas su passer l'ogre rouennais, modeste équipe de National, je le rappelle. Voilà. Du coup, pour m'accompagner sur ce débrief, il y aura personne d'autre que moi-même. Voilà, vous aurez le droit seulement à ma propre voix sur ce débrief. Les autres petits camarades de Radio Diagonale sont pas disponibles. Bon, ça se comprend aussi avec le rapprochement avec le match de Nice qui a lieu déjà demain, quand moi j'enregistre. Donc ça laissait pas beaucoup de dates pour pouvoir faire ce débrief. Je le fais du coup tout seul parce que je pense que c'est quand même important de pouvoir parler de ce match qui est quand même assez catastrophique. Ça fait du bien aussi d'en parler, que ça sorte un petit peu, parce que c'est assez dur à avaler de se faire sortir comme ça et de voir aussi peu d'envie sur ce match. Voilà, donc ce sera un débrief assez classique avec toutes les sections habituelles. Et bien sûr, on va commencer par le j'aime et le j'aime pas. Et ben moi j'aime. Voilà, je pense qu'on a pu faire le tour de tout ce que j'ai pu aimer sur ce match. Hors blague, si je peux dire que j'ai aimé l'engagement, le dévouement, la non-résignation de nos adversaires, franchement, qui se sont vraiment très bien battus. Pour une équipe de nationale, ils ont vraiment rien lâché. Si on compare avec le match contre le Havre, le match nul 1 partout qu'on a eu ce quelques jours auparavant, je vois pas de différence franchement entre les deux équipes. Ils sont aussi bien battus et méritent clairement leur qualification de leur côté, parce que eux ils avaient l'envie de passer le tour, ce qui ne semblait pas du tout le cas de nos joueurs. Ce qui est vraiment assez problématique. Le j'aime pas, c'est cet entêtement qu'on a sur ce schéma tactique actuellement. Ça fait depuis le début de la saison qu'on joue comme ça, parce qu'on a remis un passage du 3-4-1-2-1 au 3-4-1-2. Voilà, c'est à peu près la seule modification qu'il y a pu y avoir. Peut-être un match ou deux, on a fait des défenses à 4 parce qu'il y avait beaucoup trop d'absence, voilà, mais sinon c'est toujours le même schéma. On s'entête avec celui-ci alors qu'il est largement connu de nos adversaires. Ils savent lire et savent comment nous bloquer. Même une équipe nationale a réussi à le faire. On a été complètement inoffensif dans ce match-ci. Et c'est vraiment problématique. C'est un schéma qui est fait pour le jeu des pistons surtout. Nos pistons sont inexistants sur ce match, même sur les précédents. Le jeu de toute façon ne passe même pas par eux. Il passe que par le milieu du terrain, là où il y a un embouteillage avec l'adversaire. Qui a su complètement nous couper, éviter qu'on ait du coup des situations dangereuses. Je parle même pas d'occasion, mais de situations qu'on n'a pas eu. Voilà, donc ça quelque chose que je n'ai pas apprécié du tout sur ce match. Concernant le 11, du coup c'est quasiment une équipe type qu'on a pu aligner sur ce match-là, voilà, qui a très très peu de rotation, malgré le fait qu'on joue un adversaire assez faible comparé à notre niveau. Dans les cages, Majeki, forcément parce qu'il y a la rotation qui est faite avec sur les matchs de coupe, et puis tant mieux. On ait pu enfin encore le voir jouer. À mon avis, malheureusement, c'était la dernière fois. J'ai peu de chance de le revoir d'ici la fin de la saison, hors blessure, suspension, forcément. Et peut-être même au club, parce que de mémoire, il est en fin de contrat. La défense centrale, du coup, au retour de Maripane, qui était suspendu contre le Havre. Kerrer, Maripane, Salissou. Du coup, en attendant le retour de Singo, qui est encore à la CAN, c'était la meilleure défense possible. De toute façon, le seul choix qui pouvait rester, c'était Magassa. Au niveau des pistons, du coup c'était Jacobs et Vanderson. Moi je pose vraiment la question pourquoi Jacobs joue ce match-ci. Il a déjà joué le match contre le Havre, il va forcément jouer contre Nice, que c'est clairement le titulaire au poste, je le comprends tout à fait. Mais pourquoi sur un match de coupe qui est en semaine, pourquoi tu ne le reposes pas, surtout qu'il revient de la CAN, et tu ne fais pas jouer Ouattara. Ouattara a fait un très bon intérim pendant le mois de janvier. Alors je dis pas qu'il est magnifique, qu'il est super, qu'il est même supérieur à Jacobs, mais clairement il n'est pas inférieur. Il nous a pas montré non plus des perfs qui sont catastrophiques. Donc fais-le jouer, quoi. Fais tourner ton effectif, implique-le. Sinon c'est un joueur qui aura de l'importance sûrement l'année prochaine. Donc vraiment utilise-le plutôt que de nous faire encore jouer Jacobs qui apporte pas grand-chose, quoi.
De l'autre côté, malheureusement, aucune rotation possible puisque Diatta, lui, n'était pas dans le groupe, il était blessé, petite gêne musculaire, donc pas de choix, obligé de mettre Vanderson. Là encore, on a un effectif qui est tellement réduit que la moindre absence se fait ressentir et on a que 20 joueurs, donc c'est très compliqué d'avoir des solutions dans cette équipe. Niveau milieu de terrain, du coup, Zakaria revenait de sa suspension, lui aussi, du coup, avec Fofana, il faisait la doublette du milieu de terrain. Là aussi, je regrette un peu que Fofana ne soit pas été mis au repos. Camara était disponible, il a même joué de façon avec le Mali, donc il n'y a plus de soucis de blessure, a priori, il était sur le banc. Moi, ça aurait fait quand même du bien de faire souffler Fofana, parce que d'une, c'est le joueur le plus utilisé, et deuxièmement, parce qu'en ce moment, c'est quand même assez catastrophique, voilà. J'espère surtout que Didier Deschamps va vite venir voir des matchs de Monaco pour qu'il élève un peu son niveau, là, qu'il essaye un peu de montrer qu'il est encore bon. Parce que ces temps-ci, c'est vraiment catastrophique et vraiment pas digne du niveau d'un joueur de l'équipe de France. Devant, là aussi, c'était les meilleurs joueurs possibles, on pourrait dire, avec Minamino et Golovin, qui sont vraiment les deux titulaires du début de saison. Là aussi, c'est assez étrange de voir Akliou qui fait la conf de presse, mais qui n'est pas titulaire. Pareil, Minamino, qui déjà a joué contre le Havre, pour moi, complètement incompréhensible qu'on fasse jouer un joueur moins de 24 heures après son match de coupe qu'il avait pu jouer avec son pays, avec le Japon. Encore le match aurait été à côté, je dis pas, mais là il a dû se taper quand même quelques kilomètres en avion, se faire des décalages horaires, et avoir une sacrée fatigue, et du coup on le laisse pas se reposer, et du coup 3 jours après on le remet titulaire, c'est-à-dire qu'il continue à ne pas se reposer. Voilà. Il y a quand même des choix qui sont assez particuliers du côté de notre club et de notre coach. Et en point, du coup, Balogun, là aussi, pas trop le choix, parce que Ben Yedder a été mis au repos, on va dire, parce que je crois pas trop à au petit pépin physique. Je pense plutôt que voilà, c'est bien aussi de reposer Ben Yedder, parce qu'à un moment donné, il enchaîne les matchs, il n'est pas tout jeune, et c'est actuellement le seul joueur qui, sur le terrain, nous fait vraiment du bien, qui arrive surtout à nous mettre des buts, donc voilà, c'est plutôt bien de l'avoir reposé. Et voilà, de toute façon, on n'a pas de choix, parce que du coup, il n'y avait plus que Michel en attaquant disponible, sinon, si c'était pas Balogun. Sur ce match, on met rapidement le pied sur le ballon, on a même largement la possession, on finira de toute façon avec plus de 65% de possession assez stérile, parce que au vu des stats, on a quand même pas tant d'occasions que ça. La première qu'on a, elle arrive à la 10e minute, quand du coup Balogun réussit plutôt son face-à-face avec le gardien, arrive à le dribbler, s'excente un peu trop, et du coup n'arrive pas à redresser sa frappe dans les cages vides. Malheureusement, une action qui rappelle assez celle que Boadou avait pu avoir contre Nantes la saison dernière, si vous voulez, voilà, essayer de resituer un peu l'action. Voilà, je rappelle que c'est quand même très compliqué de redresser la balle dans ce cas-là, surtout qu'il prend de la vitesse et qu'il peut pas s'arrêter parce qu'il y a 2 défenseurs dans l'axe qui seraient là pour bloquer sa frappe s'il prend un petit temps de pause pour se redresser. À côté de ça, c'est Rouen, du coup, qui a une très grosse occasion vers la 20e minute, Kerr se fait bien enrhumer par Ben Kaïd dans l'axe, qui lance bien Lopi, lui, c'est plutôt Maripane qui va s'amuser. Un enrhumé, du coup, il y a une belle frappe qui est faite avec notre gardien Madjeki qui la dévie sur le poteau. Ça revient, du coup, dans l'axe sur un attaquant rouennais qui frappe, et heureusement, du coup, il frappe sur Salissou qui est sur sa ligne, et du coup, qui fait un bel arrêt. Ce sera déjà la première fois qu'on arrête le ballon sur la ligne, et pas la dernière, malheureusement. Sinon après la 30e c'est le but de Monaco. On retrouve à peu près une situation assez similaire à celle que j'ai expliquée. La toute première, c'est Fofana qui arrive à lancer Balogun, qui en 1 contre 1 contre le gardien, essaye de le dribbler, et du coup là le gardien par contre fait la faute, sans contestation possible. Voilà, Rudy Buquet désigne tout de suite le penalty. Balogun va du coup pour le tirer, je sais pas pourquoi Fofana, qui est capitaine ce soir-ci, va lui parler, lui embrouiller la tête, je ne sais pas ce qu'il lui a vraiment dit, mais c'est absolument pas ce qu'il y a à faire. Je veux dire, clairement, il est pas en confiance de ce côté-ci, mais déjà pas tant de buts que ça cette saison. En plus, il est sur 2 ratés contre Nice. Va pas lui embrouiller la tête juste avant, quoi. Heureusement que Zakaria arrive juste derrière pour un peu plus lui remonter, à mon avis, le moral et lui dire allez, on a confiance en toi, vas-y. Et du coup, voilà, c'est un but. Heureusement, il réussit son penalty, ouverture du score 1-0. Concernant le penalty, on pourrait dire quand même qu'il tire exactement de la même façon que contre Nice, quoi. C'est-à-dire que c'est plus en force, quand même. Il y a plus de force, mais c'est toujours à rater à 1 mètre à côté du gardien, un peu sur sa droite au gardien, donc la gauche quand il frappe Balogun. C'est trop simple, ça, d'arrêter ces pénaltys-là. Je ne sais pas, j'ai pas regardé les pénaltys qu'il a pu tirer à Reims, qu'il a quand même raté très peu de pénaltys à Reims, mais quand même 3 fois de suite, on verrait que ça fera 4 avec le tir au but à la fin du match.
qui tire toujours de la même façon, et c'est beaucoup trop simple, quoi. J'ai un peu du mal à comprendre qu'un attaquant tire aussi facilement ses tirs au but. Mais bon, voilà, on a fait le plus dur, on a ouvert le score à la 30e minute, en n'ayant pas tant de situations que ça, mais tant mieux, voilà, maintenant, il va falloir gérer ce match-ci, pas grand-chose à dire sur cette première mi-temps. On a une frappe de Golovin assez lointaine, mais qui finit bien au-dessus. On a une contre-attaque du coup entre Minamino et Fofana qui arrive rapidement à ressortir le ballon. Malheureusement, Fofana nous fait une frappe toute molle en plein dans les mains du gardien. C'est assez regrettable parce que franchement, il y a des moyens de faire beaucoup mieux. Bon, malheureusement, l'action se finit avec Fofana qui est à la frappe. C'est pas forcément parmi tous les joueurs offensifs qu'on avait celui qui était le plus à même de mettre un but. Un peu plus compliqué. Et on arrive du coup à la mi-temps, on dépasse la 45e minute. Et sur une action, voilà, sur une petite contre-attaque de Rouen, qui est pourtant très très excentée, parce qu'on est au niveau de la ligne de touche. Zakaria fait un énorme tacle, où la faute, absolument sans discussion pour moi, il y a clairement faute. Zakaria vient râler en disant mais non, moi j'ai pas fait faute, mais au ralenti on voit quand même bien qu'il prend le pied de l'attaquant et pas du tout le ballon. Carton jaune pour lui, hein, son 9e quand même de la saison, qui aura à mon avis son importance par la suite du match quand il y aura les changements. Voilà, un coup franc, pas si dangereux que ça, parce qu'on est quasiment au milieu de terrain, mais pourtant, voilà, c'est là que ça finira en but. Le coup franc. Mauvais aliment, on va dire, notre défense, où du coup, il y a une remise à la tête des joueurs de Rouen sur des attaquants qui sont un peu plus devant, qui étaient à la base marqués par Maripane et par Zakaria, sauf que Maripane est remonté sur le premier coup de tête, laissant Zakaria tout seul avec Rowanais. Du coup, ils couvrent complètement leur jeu de ces deux joueurs-là, qui peuvent très facilement après mettre le but. Madjaki peut pas grand-chose, malheureusement, sur l'occasion, et ça fait égalité. On est à la 45 plus 5, donc ça fait vraiment bien mal à la tête, là, juste avant de rentrer au vestiaire, de se prendre ce but. Voilà, tout ce qu'on espère à ce moment-là, c'est qu'il y a un peu un sursaut d'orgueil, qu'il y ait un peu une brasse qui soit passée aux joueurs, quand même, qui se réveille un peu, parce que cette première mi-temps, elle est quand même pas très bonne. Tout à refaire, on est un partout. On essaie de voir autre chose, clairement, et c'est vraiment pas le cas, parce que autant que cette première mi-temps, on a eu quelques occasions, la deuxième, c'est vraiment très très compliqué, quoi. Rapidement, Golovin nous fait une frappe à la 46e, mais qui est sur le gardien Lotif, ça va être à peu près ça, c'est ça même depuis plusieurs matchs, on fait énormément de frappes, mais quand même beaucoup sur le gardien, on a vraiment du mal à aller chercher. 50e, une frappe de Balogun qui est à côté. Assez compliqué. 55e, c'est l'inverse, c'est sur un centre de Lopi de mémoire que Madjaki s'étend bien et va le sortir, mais le ramène du coup sur un attaquant rouennais qui fait une belle frappe. Cette fois, c'est Maripane du coup qui fait l'arrêt sur la ligne. Donc une deuxième fois, on a quand même bien chaud. Suite à ça, Hutter va faire des changements plutôt tôt pour lui, parce que là on est à la 60e quand il fait les changements. On a plus l'habitude de la 72e d'habitude pour lui. Il fera un triple changement pour faire entrer Akliouj, Ben Seguir et Ouattara. C'est Minamino, Zakaria et Jacobs qui sortent. Voilà, des changements assez logiques, parce que sur le banc, il n'y a quand même pas grand-chose. Il reste que Camara, au final, comme joueur avec de l'expérience. Le choix de faire sortir Zakaria plutôt que Fofana, je pense vraiment c'est le carton qui fait la différence. Je pense que Hutter a un peu peur qu'on prenne un rouge. Parce que voilà, le match monte un peu forcément en intensité, c'est ce qui est assez normal. Et potentiellement Zakaria, qui est quand même un joueur qui prend beaucoup de cartons, peut s'en prendre un autre. Je pense qu'il a pas envie de finir le match avec un joueur de main, et c'est peut-être pour ça qu'il laisse Fofana, qui est pourtant pas vraiment dans son match, alors que Zakaria, hormis cette faute, moi je l'ai trouvé plutôt correct. Voilà. Si ces changements, je dirais sur les 3-4 premières minutes, les deux petits jeunes quand même, voilà, font bien circuler le ballon, ils mettent un peu de vitesse dans le jeu, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais voilà, ça s'arrête à 2-3 minutes, puis finalement après il n'y a plus rien. Ouattara demandera le ballon un nombre incalculable de fois sur sa ligne, mais jamais le ballon lui arrivera. À chaque fois, le ballon passe par le milieu de terrain. Des choses que je ne comprends pas. On joue un jeu avec des pistons et pourtant on s'entête à passer le ballon au milieu de terrain. Je compte même plus le nombre de fois où on a essayé de faire des passes qui cassent les lignes par nos défenseurs centraux ou par nos milieux de terrain, en faisant des passes de 20-30 mètres en plein axe, et à chaque fois, ils étaient coupés par Lae ou par Benzia au milieu de terrain, qui récupéraient les ballons comme ça. Et jamais on a essayé d'écarter le jeu, de faire circuler le ballon pour essayer de trouver des ouvertures, de centrer le premier centre du match. C'est Ouattara qui le fait, quoi. C'est incompréhensible Après, bon, clairement, on n'a pas non plus beaucoup d'attaquants de la tête et tout.
Mais bon, ça reste des solutions pour se créer des situations ou faire des frappes de loin. Il y en a qu'une, c'est Golovin qui l'a fait en première mi-temps. Le gardien adverse n'a quasiment jamais eu quelque chose à faire, et alors que on devrait largement surdominer cette équipe, et c'est pas du tout le cas, ce qui est vraiment très très compliqué. On arrive du coup tristement sur la fin du match, sur la fin du temps réglementaire, où on n'arrive pas du tout à trouver de solution, pas d'autres non plus changements, et de toute façon je vois pas ce qu'il aurait pu apporter d'autres changements. On va donc tout droit vers la séance de tir au but. Il n'y a pas de prolongation à ce stade de la Coupe de France. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y a encore des prolongations, peut-être en finale. Contre une équipe qui, le tour d'avant, avait du coup déjà fait une séance de tir au but contre Toulouse, une autre équipe de Ligue 1 qui avait fini par gagner 12-11. Voilà, donc à savoir que du coup les 11 tireurs ont marqué, il n'y a pas eu aucun raté. Après, si on veut être optimiste, on peut se dire que le gardien adverse en a aussi encaissé 11 même, sans faire un seul arrêt. Voilà. Sur cette séance de penalty, bon, pas grand chose à dire, hein. Les tireurs adverses font vraiment des très très bons tirs. À chaque fois, ça va en plein lucarne, en force et tout, mais l'équipe peut pas faire grand chose. Le seul qui fait un tir qui est pas si fou que ça, il l'arrête, et donc il laisse l'opportunité à Monaco potentiellement de se qualifier, parce que du coup c'est Balogun qui a la balle de qualification dans les pieds à ce moment-là, et du coup voilà, comme je le disais tout à l'heure, il nous refait son même tir au but très fade, le même que pendant le match, hein, il me semble, et du coup très facile pour le gardien de l'arrêter. D'ailleurs, ma équipe du coup, ne fait pas un deuxième miracle, et c'est Akliouche cette fois-ci qui rate le dernier tir au but, ça ne permet pas d'égaliser. Tir au but d'Akliouche, il est plutôt bien tiré, puisque du coup il a ras le poteau. Son problème c'est que c'est plutôt enroulé, c'est pas en force, et c'est à mi-hauteur. Donc du coup pour le gardien qui a choisi le bon côté, quand il fait son plongeon, il va le chercher avec sa main et le sort. Et puis voilà, ça fait une élimination de Monaco dans une compétition où on avait quand même l'opportunité de faire quelque chose. La volonté, après oui, hein, quand on entend le discours des joueurs et du coach, des dirigeants. On avait un tirage en plus favorable qui avait été fait juste avant. Il ne reste plus non plus trop de grosses équipes dans cette Coupe de France maintenant, sachant que les deux meilleurs, Paris et Nice, s'affrontent. Pardon. Donc voilà, assez triste du coup de se faire sortir comme ça, de pas me bannir de cette manière, parce qu'on n'a absolument rien prouvé. Genre, l'équipe adverse mérite clairement de gagner ce match. Ils ont eu plus de situations que nous, on sauve 2 ballons sur la ligne quand même. Là où nous, le gardien adverse, il n'a pas eu grand chose à faire, il a juste fait une faute qui nous a permis d'avoir un penalty. Et heureusement qu'on a ce penalty là, parce que sinon on a quand même très peu de situations chaudes. Voilà, écoutez, on va enchaîner du coup sur les tops et flops. Le top, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix, de toute façon, hein. Il n'y a que Maïeki pour moi qui a fait son match. Sur le but, il peut pas grand chose, de toute façon, voilà, il est trop laissé par sa défense, et il se retrouve même pas en face à face, mais avec l'attaquant qui peut le miner très facilement. Dans le reste du match, il fait les arrêts qu'il faut, il dévie une balle sur son poteau. Il fait un très bel arrêt sur un centre en Capo Lévier pour éviter que l'attaquant derrière lui le récupère. Il sort sur les corners. On l'a entendu parler à sa défense, contrairement à Cône. Il fait l'arrêt qu'il faut dans la séance de penalty pour laisser l'opportunité de gagner. Donc voilà, pas grand chose à dire. Juste triste que pour lui aussi l'aventure s'arrête, parce que du coup pas de prochain match de coupe, et sûrement pas de prochain match pour lui. Donc, on peut dire que sur les 3 matchs, il aura vraiment fait de très belles prestations. Et méritait peut-être qu'on lui donne un peu plus sa chance à l'AS Monaco. Parmi les autres joueurs, qui sont pas forcément des tops, mais à qui je pourrais parler en bien, on va dire, la rentrée de Ouattara, j'ai trouvé plutôt bonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a fait un centre que n'a pas fait Jacob de tout le match. Bon centre en plus sur la tête de Balogun, qui mettra au-dessus. Fait pas mal d'appels, demandait régulièrement le ballon, malheureusement ça ne passait pas par lui. Voilà, donc plutôt une bonne entrée. Et même si il est quand même fautif sur le fait qu'on ne gagne pas ce match, Balogun, qui ne réussit pas son penalty. Si on met de côté l'histoire des penalties, je trouve qu'il fait pas un match mauvais non plus. Voilà, contrairement aux performances qu'il a pu faire sur les matchs précédents. Je l'ai trouvé plutôt dedans. Il a réussi à se procurer les rares situations qu'on a eues à la 10e minute, là, comme je disais, quand il dribble le gardien, arrive malheureusement pas à redresser assez sa frappe. Le penalty, c'est lui qui va l'obtenir. Et dans le match, voilà, il est pas trop mauvais, c'est juste qu'il n'a jamais été trouvé, qu'il a eu très très peu de ballons, et trop seul devant. À chaque fois, il était marqué par 2 joueurs,
À chaque fois qu'il avait le ballon, il a essayé de se retourner, c'était impossible pour lui. Il n'avait pas d'autre solution à côté de lui, les milieux étaient beaucoup trop bas pour lui apporter un peu de soutien malheureusement sur ce match. Concernant les flops, mon premier flop ce sera surtout les pistons. Les deux pistons sont catastrophiques sur ce match. Jacobs ou Vanderson n'apportent absolument rien. Après, est-ce que c'est vraiment de leur faute ou le fait qu'on n'a pas assez joué sur eux, qu'on leur a pas donné assez le ballon, l'opportunité, mais jamais ils ont monté le ballon, fait des centres, piqué dans l'axe, apporté du soutien, des solutions. Pendant tout match, on a surtout vu les attaquants adverses passer bien par les ailes et poser beaucoup de problèmes, surtout Lopi sur le côté, Vanderson, alors Maripane et Kerr, parce que ça bougeait quand même beaucoup entre les deux défenseurs sur le côté. Voilà, donc très compliqué pour moi pour ces deux joueurs-là. Et surtout Fofana, on parle d'un joueur qui est international français, qui a quand même un très haut niveau, qui a un physique qui est au-dessus de la majorité des joueurs de Ligue 1, qui doit surnager sur ce match-là face aux milieux de terrain qui sont adverses. Il doit pouvoir les bouffer, rien qu'avec le ballon, porter le ballon, physiquement pour récupérer le ballon, il doit être largement au-dessus de ça. Et là, on ne le voit pas dans ce match. Tout ce que j'ai vu de Fofana, moi, c'est des ballons et des passes ratées. Il a 13 passes ratées sur ce match, c'est énorme. Alors, sur le ratio, pas beaucoup, parce que forcément, on touche un nombre de ballons fou avec 65% de possession, mais ça fait quand même beaucoup de ballons perdus et beaucoup de tentatives de passer des ballons dans l'axe. Il rate une occasion, quand même, où il est quasi face à face avec le gardien, il a possibilité de faire beaucoup mieux en tout cas que de faire une passe au gardien, voilà, moi qui tente de frapper et qui la mette au-dessus, à côté, ou une belle frappe que le gardien la dévie, ok, mais là c'est une passe que t'as fait, mec, quoi. T'étais pas censé avoir ce niveau-là, et surtout quand tu joues contre des équipes qui sont avec des milieux de terrain qui sont beaucoup plus faibles que toi, techniquement, physiquement, t'es censé être dans tous les domaines meilleurs qu'eux, quoi, et tu ne le prouves pas. Je suis désolé, moi, les meilleurs joueurs hier soir que j'ai vus, c'est Ben Caïd et Lopi, quoi. C'est eux qui ont fait ce qu'ils voulaient sur ce match-là. Après, concernant les autres joueurs, notre défense centrale, on peut les féliciter d'avoir arrêté les ballons sur ligne, soit Maripane ou Salissou, mais le reste du temps, ils se sont fait fumer par des joueurs de niveau national. Désolé de répéter toujours ça, c'est un peu triste pour eux de les affubler de tel sobriquet, mais c'est la réalité, quoi. Nos joueurs sont censés être largement au-dessus, bloquer complètement les attaques et pas se faire dépasser. Je veux dire, dès le début du match, j'ai dit Lopi va nous faire du mal sur ce match-là, parce qu'il a un gabarit, il est énorme, vraiment très très grand, et il a beaucoup de vitesse, et même techniquement, franchement, il était pas mauvais, le balle au pied, quoi. Et il a fait trop du mal à Maripane et à Vanderson sur son côté, quoi. Ben Caïd, il a fait ce qu'il a voulu avec le ballon, quoi. Il est très 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 technique. Il a fait mal à la tête à Kerr sur ce match-là, quoi. Le seul de la défense centrale qui, à la rigueur, fait un match correct, ça reste Salissou. Parce que le jeu est quand même pas passé beaucoup de son côté, donc on l'a beaucoup moins vu. Voilà. Zakaria, bon, hormis sa faute, je trouve qu'il fait plutôt un match correct, même si c'est assez discret, finalement, il n'y a pas non plus beaucoup de récupération de ballon, pareil que Fofana, on doit le voir beaucoup plus sur le milieu de terrain. Normalement, ils doivent, à eux deux, vraiment s'asseoir sur le milieu de terrain et empêcher vraiment les contre-attaques de nos adversaires. On l'a un peu moins vu, mais voilà. Moins critiquable, on va dire, que Fofana, et puis surtout beaucoup moins de jeu. Minamino, très très compliqué pour moi. On retrouve le Minami Plo, comme on disait de l'année dernière, vraiment le joueur où on ne voit pas, où il prend le ballon, il en fait vraiment pas grand chose, il le perd assez facilement. Pour moi, de toute façon, il avait rien à faire là, il doit se reposer un petit peu quand même après avoir fait la Coupe d'Asie. Et clairement, on l'a senti fatigué sur ce match-là et ne pas apporter du tout de solution. Sur les matchs précédents, là, sur le début de l'hiver, on le voyait, il prenait le ballon, il partait en dribble. Il arrivait avec non seulement sur son contrôle et sur sa accélération derrière, à apporter quelque chose, à casser un peu la ligne, trouver des solutions après derrière par sa passe. Je le trouvais vraiment très intéressant. Là, du coup, c'est beaucoup plus lent, plus compliqué pour lui, beaucoup de pertes de balles. Donc voilà, pas un match bon pour lui. De son côté, Golovin a fait ce qu'il a pu. Pour moi, un peu trop bas sur le terrain, on l'a moins vu, il a pas assez tenté, je trouve très peu de frappes, ouais. Il fait surtout sa frappe qui passe à côté de loin, et une en début de deuxième mi-temps. Pour moi, c'est pas assez, il doit plus tenter, surtout dans un match où on voit bien que du coup, il y a un bus devant les cages et qu'on aura du mal à trouver balle au goût. On a réussi en première mi-temps
à le trouver par 2 fois pour qu'il parte seul. Mais sur la deuxième mi-temps, sachant qu'ils avaient réussi à égaliser, ils ont vraiment redescendu encore plus le bloc bas. Et on avait encore moins l'opportunité de ça. Et je pense que ça passait beaucoup plus par soit des centres, soit par des frappes lointaines. Alors, et avec Fofana et Golovin, on aurait dû beaucoup plus tenter. Même Minamino a une belle frappe assez forte de loin. Et on n'a pas tenté. Les entrants de Ben Seguir et Kliouch ont vraiment pas apporté grand chose. Comme j'ai dit, ça a duré 5-10 minutes où du coup on les a un peu plus vus. Ils ont beaucoup remué, joué assez rapidement, essayé de trouver un peu des espaces et tout. Et puis après, ils sont rentrés dans le moule, hein, j'ai envie de dire. Ça a absolument plus rien apporté. Assez triste. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos joueurs. Concernant le débat, du coup, bon, un débat, moi tout seul, je vais éviter de me dédoubler, de parler à moi-même. Mais en tout cas, je peux ouvrir un débat, déjà, et vous donner mon avis sur ce point-ci. Pour moi, clairement, le débat, je vais pas dire est-ce qu'il faut virer Uder, je vais laisser ça pour le match de ce week-end après Nice, suivant le résultat, parce que je pense que ça va être clairement un débat qui va pouvoir se poser. Mais je vais ouvrir le débat en disant, est-ce vraiment la faute d'Uter, ce qui se passe à l'heure actuelle? De mon point de vue, oui, il a sa part de responsabilité, mais pas que. Pour moi, les joueurs aussi. Je suis désolé, les joueurs ont un niveau qui c'est censé être largement au-dessus de ça. Alors certes, on est supporters, on voit nos joueurs plus beaux que ce qu'ils doivent être, clairement. Mais quand même, là, autant en Ligue 1, je veux bien que des fois, on les surestime. Mais là, genre, l'adversité est pas non plus folle. On est censé les voir beaucoup plus forts que ça. Et surtout avec beaucoup plus d'envie. Là, pour moi, j'ai pas vu d'envie. J'ai pas vu Niak. J'ai pas vu, au retour des vestiaires, après s'être fait égaliser, avoir des joueurs qui souhaitaient clairement vouloir les gagner ce match. Et surtout assez rapidement pour ne pas non plus avoir à se fatiguer en vue du match contre Nice. Vraiment, c'est ce match-là, à la 60e, on devait après être un peu plus en roue libre. Pour justement pas trop se fatiguer, c'est clairement pas le cas. J'ai pas vu une envie de nos joueurs d'aller chercher cette victoire, j'ai pas vu non plus de la tristesse à la fin du match ou du dépit, j'ai même pas vu quelque chose qui me fait penser que contre Nice, on va afficher un autre visage, que ça les a marqués de perdre comme ça et de se faire sortir de cette compétition et qu'il ne reste plus que la Ligue 1 et que si on veut jouer une Coupe d'Europe, bah, il va falloir vraiment aller se battre jusqu'au bout en Ligue 1. Non, j'ai pas vu ça. Donc pour moi, clairement, les joueurs ont aussi leur part de responsabilité. Clairement, le seul que je vois vraiment arriver à faire quelque chose actuellement, c'est Ben Yedder. Parce que sur le peu de ballons on arrive à lui donner, quoi, il les fout au fond en ce moment. Donc, on va toucher du bois pour que ça continue. Parce que clairement, s'il n'est pas là pour me mettre au fond, ah ben, c'est compliqué. Et autre chose aussi pour moi qui pèse beaucoup, c'est notre staff dirigeant. Alors certes, Tuteur a dû donner son accord pour ça, mais comment on finit une saison, la moitié d'une saison, comme il y a quand même une vingtaine de matchs à jouer, avec un groupe aussi réduit que ça? Je veux dire, si on enlève les petits jeunes du groupe élite, on est quoi, à peine à 20 joueurs, les postes sont à peine doublés, quoi. C'est pas possible. Dès qu'on a une absence, une suspension, une blessure ou un problème, on n'a aucune solution. On a tout fait pour s'enfermer dans ce schéma tactique. Je veux dire, on a même plus d'attaquants de toute façon, donc on peut jouer qu'à une seule pointe. On est incapable de faire autre chose. C'est pour moi très compliqué, et pour moi le mercato d'hiver était là pour donner plus de possibilités à notre coach, pour qu'il ait les outils pour proposer autre chose, et pas l'enfermer dans ce schéma et faire que maintenant en fait il a ses 12-13 joueurs et il peut absolument rien faire, parce que dès qu'il fait un changement, c'est amoindrir notre équipe, parce que la qualité est moindre sur les rares joueurs qui sont sur le banc. Donc pour moi, les dirigeants ont aussi leur part de responsabilité sur ce qui se passe actuellement. Et concernant Hutter, bien sûr qu'il a aussi sa part de responsabilité, comme je le disais en début de ce débrief. À un moment donné, c'est bon, change de tactique. Je veux bien que c'est ton schéma favori et que c'est comme ça que tu vois le foot, mais là ça ne marche pas. À un moment donné, essaye de changer quelque chose. Au bout du bout actuellement, on a gagné un match depuis le début de l'année, contre une Ligue 2. À un moment donné, tu vois bien que ça marche pas et qu'on va droit dans le mur et que ça va être catastrophique. Fais quelque chose pour essayer de trouver d'autres solutions. Au pire, on t'en voudra pas. Hein. Si on voit que tu changes et que ça marche pas et qu'on se prend une branlée, ben au moins on aurait essayé autre chose et on voit que tu cherches une solution sans la trouver. Mais là, on a l'impression que on continue comme ça, puis on verra où ça va, quoi. Je trouve, pour moi, personnellement, qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que ça ne marche pas et que malheureusement, je vois pas trop ce qui va pouvoir être fait pour que ça remarche, parce que malheureusement, je n'ai pas l'impression que Hutter va changer quoi que ce soit, que les joueurs changent de mentalité non plus. Et puis de toute façon, du côté du mercato, maintenant c'est fini, donc clairement nos dirigeants vont pas nous aider non plus de ce côté-ci.
Le prochain match sera donc du coup ce dimanche 20h45 contre l'OGC Nice, le gros match, la grosse affiche. On se déplace du coup chez le voisin qui est actuellement deuxième de Ligue 1, et avec l'opportunité du coup de pas se faire décrocher, surtout au championnat. Maintenant qu'on n'a plus la coupe, il ne reste plus que le championnat. Si on veut jouer une coupe d'Europe la saison prochaine, ça passe forcément pour moi par un résultat à Nice. Si on ne rapporte pas quelque chose de Nice, la fin de saison va être très compliquée, comptablement forcément, parce que du coup là on aura laissé beaucoup trop d'opportunités à nos adversaires directs, et même dans les têtes, parce que là du coup se faire éliminer de la coupe de France, plus perdre le derby, ça va commencer à faire beaucoup pour nos joueurs. Côté pronostic, pour ma part, je vais partir sur un match qui ne finira pas à 11 contre 11, donc carton rouge d'un côté ou de l'autre. Ce que justement pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que du coup ce match a une importance capitale pour les Niçois, parce que forcément eux sont quand même à la lutte en ce moment pour rester au moins dans le top 2. Aller chercher une qualification directe en Ligue des Champions, puis ça reste un derby, et on sait côté niçois quand même que ça le joue quand même bien à fond. Que le match aller a laissé un peu quand même des traces, surtout avec ce qui a pu se passer avec les 2 pénaltys ratés et le but sur la fin de match. Et que nos joueurs, du coup, s'ils veulent continuer à jouer quelque chose cette saison, ils n'ont pas le droit de lâcher quelque chose sur ce match, et donc du coup, clairement, il faut mettre beaucoup d'engagement. À mon avis, ça reste une des rares solutions pour qu'on arrive à battre ces Niçois-là, donc potentiellement, voilà, un carton rouge qui pourrait tomber. Alors, s'il n'y a pas de carton rouge, beaucoup de cartons jaunes. Voilà, du coup, c'était mon débrief du coup de ce 8e de finale de Coupe de France entre Rouen et l'AS Monaco. Je vous invite en tout cas à vous abonner à notre chaîne sur YouTube et sur Spotify aussi. Et puis on se retrouve forcément dimanche soir après le match. Je l'espère en tout cas qu'on sera assez nombreux pour faire ce débrief. Et je vous souhaite une bien bonne journée à tous. Salut! Et bisous. Il va